Bonjour Monsieur Blachberg, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Et vous-même, monsieur Delbacé-le-Flon, Ça va par cette, super, merci. Alors c'est par notre cette belle première, journée ensoleillée. par une belle journée surprise d'ailleurs, hein. Ils avaient prévu Ouais. des nuages, de la pluie, et finalement on s'est retrouvé avec un beau soleil pour cette première vidéo podcast en français sur le marché immobilier résidentiel de Vancouver. Et depuis le temps qu'on travaille ensemble, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Il était temps qu'on le fasse et il faut absolument qu'on parle de ce vaste sujet. C'est le premier podcast que nous faisons, mais c'est certainement pas le dernier. Ben, c'est certainement pas le dernier. Il y a beaucoup à dire et c'est pour ça qu'on a décidé de le faire, et notamment en français, parce que j'en fais un en anglais, mais en français, je pense que c'était important aussi pour servir notre communauté francophone dans laquelle nous sommes impliqués et que nous chérissons. Exactement. Et ça fait plaisir de le faire en français. Ça fait Euh, du bien, ça Ça fait du fait du bien. Et bien. avec cette vue aérienne de Strasbourg, c'est magnifique. Exact. Pour ceux qui auraient reconnu cette belle architecture alsacienne, c'est une dédicace à Steph, parce que c'est sa terre natale. Natal, pas tout à fait, mais j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence en Alsace. Ok, Pas à écoute, Strasbourg exactement, mais en Alsace. Ouais. j'espère y aller bientôt. Je pense que c'est concret. Il y a encore quelques régions de France qui me manquent et c'est avec enthousiasme que j'ai à l'idée d'y aller. Il faut Ok, y aller. sans plus Il faut y attendre, aller. Oui, euh, on va commencer la présentation. Je vais commencer avec un petit point sur le marché en parlant de la demande, de l'offre, de l'évolution du prix. Ok. Et je ouais, vais faire un petit point aussi sur un sujet brûlant de l'immobilier provincial, en parlant des land claims, c'est-à-dire que l'intérêt légal des Premières Nations dans le droit à la terre en Colombie-Britannique. Faire une petite clarification là-dessus. Toute proportion gardée. Et ensuite, je te propose que tu nous fasses un point sur les taux et ouais. les pratiques de crédit immobilier. OK? On est bon? C'est parfait. C'est parti? Allons-y. OK. OK. Donc, ici, j'utilise donc des graphiques pour illustrer la situation, puisqu'une image vaut 100 000 mots, c'est bien connu. Et là, on est en train de regarder donc l'évolution de l'offre totale euh, des propriétés résidentielles sur le Grand Vancouver. Ok. Donc, ça incorpore les maisons détachées, les maisons de ville et les appartements. Ok. Et c'est depuis 2005. Donc, on voit que c'est quand même assez fluctuant, mais ce qu'il faut surtout garder en tête en ce moment, c'est qu'on est ici. Okay. Donc, on a un niveau assez haut historiquement, voire même un des plus hauts sur ces 20 dernières années. Okay. On est sur des niveaux d'inventaire qui sont élevés, très élevés. D'accord. Donc Et ça, c'est surtout l'inventaire. avec. Ok. Ça, c'est l'inventaire, tout à fait. Ça, c'est l'offre, avec des mouvements qui sont assez abrupts, en fait. Ouais. Ouais, ça Mm. monte fort. Alors, Du typique Vancouver. volatile. Voilà. Je Volatile. pense que le marché qui qualifie au mieux, pardon, le terme qui qualifie au mieux le marché local, c'est volatile. D'accord. Mm. Mm. Donc, ça, c'est l'inventaire disponible. Okay. Et la petite nouveauté ce mois-ci, parce qu'en fait, ces derniers mois, ou en tout cas depuis 2024, on fait que monter, que monter, que monter. Et là, c'est la première fois où on a une petite baisse, ou en tout cas Mm. un stop dans la montée. Intéressant. Ouais, voilà, c'est le petit détail. Voilà, c'est le petit tac, hop. Voilà, on arrive un Donc, peu. Alors, c'est est-ce que. Oui, pardon, c'est à fin février, c'est ça? oui, ça, c'est en fait les stats de février 2024. Pardon, qu'est-ce que je raconte? 2026. C'est les stats du mois 2026. dernier. Oui, oui. D'accord. Ok. Les stats du mois Ok. dernier. Donc, voilà, on a un inventaire qui est
beaucoup plus fourni que depuis, donc la dernière fois qu'il était à ce niveau-là, c'était en 2013. Donc, c'est quand même un gros inventaire. D'un autre côté, comment se passe la demande? Donc, c'est-à-dire le volume des ventes. Combien de transactions se font? OK. Donc là, je vous invite à consulter ce graphique qui est éloquent, c'est-à-dire qu'on est sur des plus bas assez prononcés. Alors, je peux alimenter le commentaire là-dessus. C'est que, en fait, depuis avril 2023, on est dans une zone de volume qui est très contenue par rapport à l'historique de Vancouver depuis le début du millénaire. Okay. Avec un commentaire particulier qui est celui que quand on observe les baisses de volume de vente, ensuite ça remonte, et j'appelle ça la balle du ping-pong. Okay. Ça tape et ça remonte. Ensuite, là, quand ça avait atterri sur plus bas, c'était remonté en flèche pour 2015-2016. Ensuite, c'était retombé suite à l'implémentation du stress test en janvier 2018. Et ensuite, c'était remonté encore plus en flèche avec Covid. Et là, la balle de ping-pong, elle est tombée, mais elle ne rebondit pas. Concrètement, elle ne rebondit pas. Pour la première fois depuis le début de ton graphe. Tout à fait. Fait. Ouais. Tout à fait. Donc, la logique d'une économie de marché telle que définie par Adam Smith, qui veut qu'il y a une main invisible qui adapte les prix en fonction de l'offre et de la demande. On vient de voir l'offre, la demande. Donc, on a beaucoup d'offres, peu de demandes. Comment est-ce que les prix se comportent? Eh bien, les prix, ils baissent quant à leur plus haut historique, mais ils ne font pas le plongeon. Concrètement, ils ne font pas Donc, on dirait qu'il y a une sorte de déconnexion entre la théorie de Adam Smith, de l'offre et de la demande, et l'impact ici, à Vancouver, ou même en général sur le Canada, sur les prix. Alors, ça, c'est pour l'immobilier du Grand Vancouver. Ouais. Et quand il en est au reste du Canada, quand il en est du reste du Canada, le Canada est en correction en termes de prix depuis donc le pic qui est en mars 2022 à peu près. Ouais. Et depuis les plus hauts jusqu'à aujourd'hui, Vancouver, alors je ne sais pas s'il est déterminé comme ça ici, mais c'est environ 15%. D'accord. 15% par rapport au plus haut. D'accord, ok. D'autres régions du Canada, telles que l'Ontario, on est à moins 30%. D'accord. Donc, c'est quand même une baisse significative. C'est juste que sur le graphe, on le visualise forcément pas de façon aussi claire. Mais Alors, c'est sur le des graphe, baisses entre 15 et 30%. ouais. 30% en Ontario. Au Québec, pour nos collègues québécois, le Québec est la province qui se comporte le mieux et qui a réussi à tenir ses prix. Qui résiste le mieux. D'accord. Mais pour ce qui est du marché local, 15%, c'est... Disons qu'on préfère annoncer des hausses de prix, en tout cas au marché solide, avec des volumes élevés, avec une hausse de prix. Moi, je suis partisan pour avoir une hausse de prix, on va dire, plus constante, avec, on va dire, quelque chose au-dessus de l'inflation, entre 4 et 8% par an de manière constante, un peu un marché à la française. Je pense que c'est tout à fait sain
pour construire la bonne fondation, sauf que l'immobilier résidentiel de Vancouver est un marché vraiment unique en soi à l'échelle de la planète. Donc, une fois de plus, le terme approprié pour qualifier ce marché, c'est volatile, que ce soit dans les volumes de vente ou que ce soit dans l'évolution des prix. D'accord. Donc, j'ai un petit graphique en plus qui est celui-ci, c'est l'évolution du prix au pied carré pour les appartements exclusivement de Vancouver. Donc avant, on regardait vraiment le Grand Vancouver. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus focus sur les appartements de Vancouver. Et c'est une évolution du prix au pied carré. Et on voit qu'il y a la zone de 1 000 $ le pied carré qui est là, dans laquelle on évolue plus ou moins depuis février 2018. Voilà. Et là, on a tendance à descendre. Et la correction, elle se fait à peu près, oui, le pic, il était à peu près 1087, voilà, 1085. Et là, on va vers on va vraisemblablement, et c'est un peu la conclusion que j'aimerais faire avant de te laisser nous faire un topo sur les marchés des taux hypothécaires, c'est qu'au vu de ce constat, les prix ne vont pas augmenter, les prix vont descendre. Et le 1 000 $ le pied, je pense que le mois prochain ou au plus tard, le mois d'après, il va être cassé. Il va être cassé, ouais. Voilà. Ouais, d'accord. D'accord. Donc ça, c'est un peu ma compréhension. Pourquoi est-ce qu'on est dans une situation de peu de volume de vente? Pourquoi est-ce que les acheteurs ne se manifestent pas? Et pourquoi est-ce que donc ce qui a tendance à faire baisser les prix? C'est plusieurs facteurs, et un de ces facteurs, notamment le géopolitique qu'on connaît, avec des conflits internationaux, un coût de la vie important, mais il y a aussi, on va dire, une couche supplémentaire en Colombie-Britannique, qui est les land claims. Donc, en fait, les land claims, en français dans le texte, c'est le fait que les Premières Nations, en fait, ont en fait mené des actions légales depuis plusieurs années pour avoir leur autorité et légitimité reconnue au niveau légal sur le droit à la terre de Colombie-Britannique, sachant que 95% des terres de Colombie-Britannique n'ont pas été cédées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de traité entre ces Premières Nations et la couronne, donc au niveau fédéral. Donc, il y a eu 2 land claims depuis le mois d'août dernier. La première, c'était les Premières Nations de Cowichan qui ont eu un droit à la terre à Richmond. Et la deuxième, qui est beaucoup plus récente, qui est donc la Première Nation Musqueam, qui englobe notamment Vancouver, au niveau fédéral, sur, une fois de plus, la reconnaissance d'une autorité au droit à la terre des Musqueam sur la terre et les rivières et aussi comment dire, le shore. Les côtes, ouais. Les côtes, merci. Les côtes. Ça crée de la confusion, ça amène une nouvelle situation, que ce soit au niveau investissement internationaux, au niveau investissement entrepreneurial, commercial, local. Donc, ça favorise pas au business, en fait. C'est clair. Donc, voilà. Clair. Ouais. Merci pour ton attention, Steph, et aussi à l'audience. J'ai essayé d'être assez concis dans l'approche et d'être aussi en même temps clair et apporter des informations véridiques. Donc, est-ce que le marché du crédit va nous permettre de déboucher sur plus de volume de transactions, Monsieur Blachberg?
Très bonne question. Qui peut le dire exactement? Je ne sais pas. Ce qu'on peut, peut-être si on revient un petit peu en arrière tout le monde sait ce qui s'est passé pendant les années Covid, où on a eu un pic d'activité du fait que les taux, à cette époque-là, ont baissé de façon très, très significative. Donc, ça a attiré énormément d'acheteurs sur le marché qui ont voulu saisir l'opportunité pour acheter des propriétés avec des taux d'intérêt très bas. Donc, on a vu des taux en dessous de 2%, voire même pour certains taux variables, en dessous de 1% à l'époque. Donc, c'était les années 2020, 2021, 2022, un peu moins. Donc, il y a eu un certain nombre d'années fastes dans le secteur de l'immobilier à Vancouver et partout au Canada, comme tu l'as montré sur tes graphes d'activité de vente, Je peux le remontrer. tu peux le remontrer si tu veux, ouais, tout à fait, dû à la baisse des taux. Donc, Ensuite, ouais. ouais. Ensuite, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait remonter les prix puisqu'il y avait beaucoup de demandes et peu d'offres. Les prix ont fini par remonter de façon assez importante, comme tu l'avais montré sur l'Intégraphe également. OK. Euh, les prix, oui, l'augmentation des prix. L'augmentation des prix à Donc, c'est l'époque, ici. Voilà. Donc, en fait, Covid, c'était mars, février 2020. Voilà, de toute façon, elle est claire. Hein. c'est clair. Euh, euh, Et c'est normal, les gens ont vu une opportunité de pouvoir acheter à des taux très bas, et c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, ensuite, comme tu le sais, on a vu une inflation très très importante au Canada comme partout dans le monde, où on est monté à des taux d'inflation de près de 8%, voire même plus au Canada, ce qui a fait que la Banque du Canada a dû réaugmenter les taux de façon très très importante. Et donc, du coup, ça a eu un impact à l'inverse sur le marché immobilier qui fait que les acheteurs ont décidé de ne plus acheter. Donc, ça a été le cas à partir de 2023, 2024, 2025. En 2025, les taux avaient rebaissé un petit peu. C'était la tendance que les banques avaient prévu à la fin de l'année 2024, début 2025, qui semble plutôt se diriger vers une stabilisation des taux sur 2026. Donc, je dirais que maintenant, sur la situation des taux, on est dans une période plus ou moins stable où on est dans une fourchette de taux, on va dire, entre 3,5 et 4,5%, qui est OK. la fourchette de taux normale dans une économie qui fonctionne normalement, une économie qui n'est pas en surchauffe ou une économie qui n'est pas trop au ralenti. Donc en ce moment, on va dire qu'on est dans une fourchette normale de taux pour les emprunts immobiliers. Je te fais une parenthèse. Hier, j'ai discuté avec un monsieur euh, qui a une bonne soixantaine d'années et qui m'expliquait son parcours de propriétaire à Vancouver qu'il a acheté en 1973. Et dans les années 80, il y avait eu des taux qui étaient montés jusqu'à 15-17%. Ah ouais, bah, même 18, 19, dans les années 80, oui, c'était la même chose, c'était pour combattre l'inflation. Ouais. Et donc, à l'époque, le gouvernement avait mis un coup d'arrêt beaucoup plus important
même que ce qu'on a eu récemment après Covid. Donc là, c'est vrai que entre 3,5 et 4,5, Voilà, c'est ça. Il faut se dire que c'est une fourchette de taux normale. Ceci dit, quand les consommateurs ont été habitués, après la crise financière de 2007-2008, à des taux très bas pendant une période quand même relativement longue, de plus de 10 ans, jusqu'à ce que Covid arrive. Juste avant Covid, les taux étaient en train de remonter à des niveaux où on est aujourd'hui. Les gens ne s'en souviennent pas forcément. Donc ça, c'était 2019. Et juste après, comme on le sait, les taux sont redescendus de façon importante pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire. On est dans une fourchette de taux normale. Maintenant, psychologiquement, pour les consommateurs, il semblerait que ce soit toujours des taux trop élevés. ok. Il y a aussi le fait que les coûts associés à la propriété ont augmenté. Parce Il y que a ça l'inflation, aussi. ça a touché beaucoup de... Enfin, tout, hein, fatalement. Et Ouais. les coûts associés à la propriété, que ce soit l'assurance, maintenance fee dans le cas des condos. Les taxes. Pardon? Les taxes Les également. taxes. Les Ouais. taxes. Ouais. Et oui. Euh, donc, coût de financement qui augmente, plus les coûts associés à la propriété qui augmentent, plus, comme on peut le voir sur le graphique là, qui est à l'écran. Donc, ça, en fait, ça s'appelle le MLS HPI Price. HPI Price, c'est Home Price Index. C'est une espèce de calcul, algorithme, boîte noire. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, mais ils font un sample de différents types de propriétés dans différentes régions et ils arrivent avec un prix standard. Je peux le sortir sur Vancouver. Vancouver, c'est 1,1. Voilà. Non, pas le Grand Vancouver, c'est 1,1. Celui-ci, Sales Price, HPI. On a accès à beaucoup de statistiques. C'est une Ouais. des qualités de la Chambre des courtiers immobiliers locales. Et Donc ouais. là, on a sur la zone de Vancouver, on est à 1, 2, 4, 4. Et on peut voir l'évolution qui est un peu, on va dire, sur le côté, pas forcément en haut ou en bas. Mhm. Donc, Mhm. les prix sont D'accord. restés hauts et les Et coûts ouais. associés à la propriété ont augmenté. D'accord. D'accord. Donc, effectivement, c'est un frein supplémentaire à l'accès à la propriété si tu rajoutes en plus le coût du crédit. Tout à fait. Et Ouais. il faut aussi garder en tête que le marché résidentiel de Vancouver est un des moins abordables au monde quand on Il y prend a en ça considération aussi. le revenu moyen Mhm. et le coût du logement. Exactement. Et tu voulais évoquer aussi une situation en termes de solution de crédit. Parce que, en fait, je suis ravi de le partager avec ceux qui nous accompagnent pour cette mise à jour des statistiques. C'est que je suis quand même toujours assez impressionné par la complexité du marché des taux du crédit immobilier pardon, au Canada. Je suis d'accord, c'est incroyable. C'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz, c'est super C'est complexe, incroyable. il y a beaucoup d'offres, c'est bon pour le consommateur, il y a beaucoup de compétition, beaucoup de choix, et je dirais que dans le contexte où on est actuellement, il faut trouver des solutions spécifiques pour pouvoir s'en sortir. Que ce soit pour les premiers acheteurs qui se lancent dans le marché immobilier ou pour des propriétaires existants qui ne voient pas la fin de leur hypothèque. Et c'est un peu ça le problème du Canada.
c'est que tu te retrouves avec une hypothèque qui part sur 25 ou 30 ans, et au final, avec le fonctionnement du système qu'on a ici, tu te retrouves à payer sur beaucoup plus d'années que ça. Et ça, c'est un peu le problème du Canada. Et quand j'étais à l'école de commerce en France, la première chose que j'ai apprise en finance, c'est que tu ne finances pas un bien long terme avec du financement court terme. C'est l'un des principes de base. En arrivant au Canada, qu'est-ce que je constate? C'est que les prêts hypothécaires, qui sont pour financer des maisons sur 25 ou 30 ans, sont sur des durées de 3 à 5 ans. Donc, on va te donner un taux sur 3 à 5 ans pour financer une maison que tu vas, si tu ne fais pas de la spéculation, que tu vas garder à vie et que tu vas mettre 25, 30 ou plus d'années à payer. Alors, donc là, il y a un disconnect, il y a quelque chose qui cloche dans le système. Pour reformuler et pour apporter de la clarité éventuellement, parce que pour éventuellement une audience, on va dire, plus internationale qui ne sait pas comment ça se passe au Canada, c'est vrai que moi aussi, j'étais un peu choqué par cette pratique de financement. C'est-à-dire que le terme est déconnecté à l'amortisation. Donc, pour illustrer, quand on finance un bien sur 25 ou 30 ans, l'amortisation, donc on prend le montant du crédit qu'on divise par le nombre de mensualités, auquel on va appliquer le taux. Ce taux-là, donc il va être applicable le temps de la durée du terme du contrat. Exactement. Et au Canada, c'est différent qu'en France. En France, si on fait une amortisation sur 25 ans, le terme, c'est 25 ans. Ici, au Canada, le terme est là, et là, c'est le casino. Et là, c'est le casino. Alors, c'est le casino total. C'est le casino, c'est le jeu des banques. Alors, exactement. Qui est le gagnant? Taux fixe, taux variable. Alors, moi, j'appelle ça pilule bleue, pilule rouge. Tu veux laquelle? C'est quoi le bon choix? Je ne sais pas. Ah, ben, faut que tu fasses un choix quand même. OK. Exactement. Et ensuite, c'est faire le choix du 3 ans, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. OK. Et après, il y a aussi la fonction du combien de down payment, donc d'apport, qui est mis sur le financement, qui va aussi avoir un impact sur la stratégie. Donc, c'est une usine à gaz. Moi, quand les gens me demandent, je dis toujours demander à Steph. Voilà, c'est pas compliqué. Parce que moi, je fais de l'immobilier, Steph, il fait le financement, et franchement, tu as raison. C'est une usine à gaz, et on te demande en fait de jouer le jeu des banques. Parce que pour les banques, c'est tout bénef. Ils te prêtent sur 25-30 ans avec un contrat, finalement, parce que ton contrat, il est basé sur le terme du taux de 5 ans. 4, 5 ans. Voilà. Et donc, on te demande, on va dire, tous les 5 ans, puisque c'est le terme le plus populaire au Canada, les gens veulent du 5 ans. En général, il y a 5 ans fixe. 5 ans fixe. Ou 5 ans variable. C'est un bon phare dans l'océan, le 5 ans fixe. Voilà, on peut dire ça, exactement. Et donc, la banque te demande de signer un contrat sur 5 ans, finalement, pour financer un bien, un investissement long terme, avec des montants quand même très importants. Et donc, tu te retrouves, si ta stratégie ne se repose que sur le taux, si ta stratégie en tant que consommateur ne se repose que sur le fait de te dire il me faut absolument le meilleur taux sur les 5 prochaines années ou même sur les 3-4 prochaines années, puisque les taux 3 ans, par exemple, sont devenus assez populaires récemment. Mais comme tu dis, c'est la pilule bleue, la pilule rouge. Tu fais un pari sur l'avenir. Pourquoi est-ce que tu prendrais du 3 ans aujourd'hui? Parce que tu te dis, ah ouais, je pense que les taux vont baisser d'ici 3 ans, je vais avoir un meilleur taux. Si je pars sur du 5 ans, c'est trop long avec les taux qu'on a aujourd'hui à 4%.
on va dire pour simplifier, je n'ai pas envie, en tant que consommateur, de rester bloqué à 4% sur 5 ans. Mais qui te dit que dans 3 ans, les taux seront plus faibles qu'aujourd'hui? Peut-être que ça sera même plus élevé que maintenant. On ne sait pas. On ne sait rien. Donc les banques te prennent dans ce jeu où tu dois te casser la tête à chaque fois, au bout de 3, 4, 5 ans, pour reparler à ta banque, faire le jeu de la négociation, aller voir d'autres banques pour négocier le meilleur taux possible. Et l'erreur là-dedans, c'est de penser que le taux est roi. Et le taux n'est pas roi. Le taux est simplement un paramètre de l'équation. Et c'est là que si on met en place des stratégies que j'appelle mortgage planning, planification d'hypothèque, on pourrait traduire ça en français, qui vont au-delà de simplement la négociation du taux, c'est là que les consommateurs commencent à y gagner et à battre les banques. Puisque pour une banque, l'idéal, c'est que tu gardes ton emprunt le plus longtemps possible. La banque ne veut pas que tu payes ton emprunt. Non. Mais est-ce que tu as des solutions? Oui, il y a des solutions. Alors, ça demande beaucoup d'éducation. Il faut prendre le temps d'expliquer comment ça fonctionne. Alors, je vais citer une solution qui n'est pas forcément très connue parce que c'est une banque qui ne fait pas partie des six banques majeures du Canada. Non, laisse-moi essayer de les sortir, les 6 banques majeures. Vas-y. RBC, c'est la plus grosse. RBC, TD, Scotia, National Bank, BMO. Desjardins? Non. Qu'est-ce qu'on nous. CIBC? CIBC. Et CIBC. Voilà. Okay. C'est les 6 banques majeures. Et à l'époque, il y avait encore la 7e qui était HSBC. Exact. Qui s'est fait racheter par RBC. Qui s'est fait racheter par RBC. Donc, en dehors de ça, tu as tout un tas de prêteurs spécialisés dans l'hypothèque qui ne sont pas forcément très connus, mais qui ont des très bonnes offres. Alors, qui sont... J'ai une question. Vas-y. En tant que mortgage broker, donc toi, tu ne travailles pas pour une banque en spécifique, tu vas aller voir chaque prêteur pour voir les solutions de financement qu'ils ont en fonction du profil de ton client. Exactement. À combien de prêteurs as-tu accès? Alors, si on prend à l'extrême, j'ai accès à 300 prêteurs. Un truc de malade. Un truc de dingue. Mais dans la réalité, chaque prêteur a plusieurs produits. Et chaque prêteur a plusieurs produits avec des règles différentes, des options différentes, des règles de qualification différentes. Donc, tu t'y retrouves quand même parce qu'on a des outils qui sont vraiment super bien faits pour les mortgage brokers qui te permettent de t'en sortir et tu as accès direct aux prêteurs pour leur poser des questions. Donc, mais dans la réalité des choses, personnellement en tout cas, je travaille avec 15-20 prêteurs que je connais bien, que j'aime bien. Après, je garde toujours un œil sur ce que peuvent faire d'autres prêteurs qui peuvent être des solutions auxquelles je n'aurais pas pensé et qui pourraient rendre service à certains clients. Mais il y a un prêteur en particulier qui est une très grosse banque, en fait, mais qui est très peu connue, c'est Manulife. OK. Alors, tout le monde connaît Manulife pour les assurances. Ils sont partout dans le monde. C'est une entreprise, je crois, avec plus de 80 000 employés, quelque chose comme ça. Mais ce que les gens connaissent peu, c'est que Manulife a une branche bancaire, où ils offrent des produits bancaires bien spécifiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui ne fonctionneraient pas pour tout le monde, mais qui, pour certains types de clients, offrent vraiment
une solution complètement unique qui permet, complètement unique, qui permet de, vraiment le but, c'est de te sortir de ton emprunt immobilier le plus vite possible. Et donc, en payant des taux, en ayant un coût de financement le plus réduit possible, fatalement. Exactement, tu as mis le doigt dessus. Parce que le taux, si tu t'attaches au taux uniquement, ça ne veut pas dire que ton coût de financement va être plus faible juste parce que tu as pris un bon taux. Elle est là, la technique. Elle est là, la technique. Donc, ce qu'il faut arriver à faire comprendre aux clients, aux consommateurs, c'est que vraiment le nerf de la guerre, c'est de pouvoir réduire le coût de financement. Et oui. Et le taux n'est qu'un paramètre parmi d'autres pour réduire ton coût de financement. Et en fait, moi, le premier, tu assimiles ton coût de financement au taux. Donc, le plus bas le taux, le plus bas ton coût de financement. Mais en fait, c'est une technique que les banques sont en train d'utiliser pour... Voilà. C'est ce que les banques veulent. Les banques Dingue. t'attirent avec le taux. C'est ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas besoin d'explication. Tu fournis un bon taux à ton client. Le client est content. Il s'embarque avec la banque pour le plus longtemps possible. Et puis après, encore une fois, malheureusement, le gagnant, c'est la banque. Maintenant, Manulife, dans certaines conditions, peut te permettre de réduire ton amortissement, par exemple, de 25 à 15 à 16 ans, sans avoir besoin de rien faire de particulier, J'ai une même question. avec un taux plus élevé. D'accord? Et alors, je vais te laisser intervenir, mais juste pour te dire le principe, rapidement, c'est que quand tu vas dans une banque classique, d'un côté, tu as ton compte chèque, de l'autre, tu as ton mortgage, de l'autre côté, tu as tes paiements de voiture, etc., etc., etc. Tout est séparé, distinct, et la raison pour laquelle les banques font ça, c'est que elles vont gagner plus d'argent à faire les choses de cette façon-là. Okay? La différence avec Manulife, c'est que Manulife va te proposer un compte où tous ces comptes-là vont fusionner ensemble. C'est un all-in-one, okay? Ce qui fait que à chaque fois que tu reçois ta paye, tous les mois ou tous les 15 jours, ta paye va venir directement en déduction du montant de ton emprunt sur ta maison. D'accord? Et par rapport à ça, le principe, c'est de calculer les intérêts avec le principe des intérêts simples, à l'opposé d'un emprunt immobilier classique où ce sont des intérêts composés. Donc là, tu vois déjà que rien que sur cette distinction-là, en intérêt composé, tu vas forcément payer plus d'intérêts en comparaison d'un prêt en intérêt simple. Ok, je pense que ça, Steph, c'est l'objet d'une vidéo en soi. Ah, il faut. Ouais, je vais m'arrêter là. Voilà. Parce que là, on fait un market stat. On est parti loin dans la solution de financement et l'optimisation. Mais on va faire une vidéo, on va même faire un webinar où tu vas pouvoir expliquer ça avec éventuellement des personnes qui vont te poser des questions en live et tout ça. C'est ça, il faut absolument le faire. Ça intrigue beaucoup de gens, comme moi, ça m'intrigue. Et la question que j'avais, justement, c'est est-ce que Manulife, ou est-ce qu'il y a un prêteur au Canada qui le fait à la française, c'est-à-dire qui va faire un terme basé sur ton amortisation? Est-ce que ça existe ou pas? C'est impossible. Il y a pas, j'en ai jamais rencontré. Le mieux que tu puisses trouver, ça serait un taux sur 10 ans. OK. Donc, tu as toujours un décalage par rapport à un investissement sur 25-30 ans. Et malheureusement, les taux 10 ans ne sont pas
poussé par les banques parce que ce n'est pas leur intérêt. Et donc, tu n'as pas des bons taux sur 10 ans. Et voilà. Mais je Oui. pense que, sans rentrer dans la controverse ou voilà, comment on appelle ça, La polémique. la polémique, exactement. Les banques, c'est un lobby ultra puissant au Canada. C'est ultra puissant. C'est incroyable. C'est incroyable. Et oui, malheureusement, ils tirent vraiment bien leur épingle du jeu. Ils dictent les règles. C'est pas qu'ils tirent leur épingle, c'est ça. C'est eux qui dictent les règles. Ils dictent les règles, exactement. Donc, ils s'y retrouvent. Ils s'y retrouvent. Ok. Bon. Est-ce que tu voudrais... merci pour toutes ces informations. On va faire Merci à toi. une continuité. On va faire une continuité de cette première vidéo avec éventuellement autre chose qu'un market stat qu'on fera la prochaine fois pour un peu voir l'évolution. Mais on va faire une présentation Manulife, aussi ta solution Smith Maneuver pour faire l'optimisation fiscale à travers le financement de son propriété résidence principale. Exactement. Je pense que tu as beaucoup de solutions à disposition de par ton expertise et ton professionnalisme. Donc, ça sert en fait à tous ceux qui sont impliqués dans cette aventure exceptionnelle qui est la nécessité du logement, tout simplement. C'est ça, il faut... Nous, on est là pour aider. On n'est pas là pour vendre un produit sur le coup, faire une opération. On est là pour informer, éduquer, aider les gens pour qu'ils puissent s'en sortir. Exactement. C'est ça. S'il n'y a pas de solution, de plan stratégique en fait en place lorsqu'on achète une maison, surtout ici, ça devient très difficile. Il faut se mettre en place un plan long terme sur la durée de l'emprunt. La connaissance des solutions, comment les appliquer pour que ça soit profitable et pas non plus un gouffre financier dans lequel on sort. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est ce que nous faisons. On aide les gens à s'en sortir et éventuellement avoir un peu plus d'argent qu'ils pourraient réinvestir potentiellement. Exactement. Ouais, tout à fait. Oui. Super. Écoute, Steph, merci beaucoup pour ces lumières. Merci à toi. Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Et je te dis à bientôt sur le court de tennis. Voilà, les beaux jours arrivent. Les beaux jours arrivent. C'est notre saison. C'est notre saison, on va pouvoir enchaîner. Et s'il y a de l'audience qui joue au tennis et qui veut faire un double, n'hésitez pas. Ah ouais, sans problème. Avec grand plaisir. Moi, je joue avec Steph parce qu'il est bon. Donc, T'es pas mal non plus. T'es pas mal non plus. T'es meilleur. Merci. Super, à très bientôt, merci. Steph. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Très bonne journée. Salut. Ciao.